Et ben moi je dis: «Arrêtez avec votre pseudo droit de l'hommisme et votre ce pseudo humanitarisme, c'est fini, en fait, c'est fini. Je vais plus me laisser avoir». Voilà, par votre moraline à la Kant, morale de faible. Là, c'est fini. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, Jérém, désolé de t'accueillir dans ces voilà, ces auspices, voilà, T'inquiète. mais tu connais, en ce moment, c'est un peu la zizanie et la confrontation hard et dure, donc il va falloir répondre de manière dure et ferme à certains énergumènes qui sont sortis de l'asile ou de la crèche pour certains. Un instant. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, j'avais présenté, donc DBK puisque Bébert m'en a parlé. Donc qui est DBK? Bébert, tu m'as dit: «DBK, on fait la pub». C'est à lui de me faire la pub, il a plus d'abonnés que moi. Ah Il a oui, plus t'as vu, d'abonnés. il a cartonné. Ah Non, mais ça, voilà, non, mais regarde, ah, c'est il a lui. 13 000 abos. Oui. D'ailleurs, gros Et bisous à lui. mais Je sais pas je s'il nous viens de entend, je sais pas découvrir s'il nous ta suit, chaîne mais gros bisous à aujourd'hui, lui. moi, et via Régulus ou je sais plus qui du groupe, et je découvre sa chaîne et je fais un commentaire, je dis: «Mais j'adore, c'est génial et tout». Et il me dit: «Ah bah Bébert, c'est pas trop tôt, depuis le temps que je t'avais parlé et tout ça». Et j'ai aucun souvenir malheureusement, et je suis un connard en fait. C'est-à-dire que le mec il m'avait contacté il y a perpète, et je vois pas par quel réseau, par quel moyen, mais franchement c'est excellent. Bah, c'est moi qui suis un connard de pas avoir répondu, quand il m'a contacté quoi, parce que vraiment c'est le Aladdin est un conte islamophobe, c'est magnifique, je l'ai regardé celui-là. C'est Bon, magnifique. oui. Non, il y a un style, il y a un Faut que je ton la voie cette vidéo. d'humour, il y a du cynisme, il y a tout ce qu'il faut. C'est magnifique. C'est très cynique ce que fait DBK, mais c'est exceptionnel. Oui, et je vais présenter aussi ce que fait, Jérém. Voilà, on va faire de la pub à tout le monde. Ah bah voilà, oui. Ah merci, merci. Ben Alors oui, ouais. DBK, si tu nous écoutes, tu montes, hein, il y a le tu mis le lien du StreamYard, hein. Oui, je vais le C'est renvoyer, pas allez, que pour encore. les trous du cul qui veulent, Des c'est l'humanisme, hein, c'est pour tout le monde, hein, le lien, hein. e exactement. Voilà. Là, Bonsoir je à vais Pistazo. présenter salut, salut à Pistasso. Là, je vais présenter donc, les threads donc de Jérém. Voilà donc le compte, Twitter de Jérém, enfin X. Vous pouvez vous abonner, après je vais me mettre en description, mais vous pouvez vous abonner juste en mettant voilà, le pseudonyme ici. Donc voilà tous ces threads épinglés. Vous appuyez dessus et vous trouvez tout ce qu'il y a à lire. Voilà, le choix est large. Donc il y a Aïcha, bien évidemment, la star de la critique Elle avait d'islam. 16 ans, hein, bien sûr. Le Ah oui. C'est ça, le voile, Exact. la raison avant les écrits, l'esclavage évidemment, sujet qui revient souvent, la méthodologie islamique, sinon on ne peut pas comprendre le reste, la femme est un diamant, merci Rachid El-Jay, voilà. Après il y en a, je pense qu'il y en a d'autres, tu es en train d'écrire ou que tu as pas rattaché au post principal, c'est ça? En tout Tout cas, à fait. vous Bah, là, celui que j'ai ouais, posté ce soir, c'est le prochain sur la liste OK, et ça c'est marche. mon plus gros. C'est mon plus gros boulot. Je Voilà. prépare ça depuis plus de 8 mois et je suis encore sur l'écriture du dernier chapitre. Donc, Daesh, Intéressant. le visage du terrorisme islamique. Mais il Franchement, faut que tu en fasses des. C'est qui te disait ça d'ailleurs? des C'est quoi? Ah, toi, c'est c'est JC. Régulus, c'est, JC. ouais, c'est JC aussi qui me disait: «Faut que tu fasses des vidéos». Oui, oui, c'est Et vrai. pas oui, Heu, des vidéos et aussi des fascicules, que tu fasses imprimer, Oui, ce ouais, que tu fais. Parce que exact. ben, c'est de la qualité, et quelque part, sur X, et le reste, c'est de la confiture à des cochons. C'est-à-dire qu'il y a pas grand monde qui va s'intéresser parce que c'est technique, c'est fouillé, c'est travaillé, c'est précis, et les gens ils aiment pas quoi. Voilà. j'essaye de l'être au maximum en tout cas. C'est pas Bah oui, toujours non mais exact, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. il y a des informations qui sont obsolètes, mais voilà, j'ai fait en sorte que ce soit accessible par le plus grand nombre et surtout compréhensible et intelligible. En tout cas, oui, moi qui ai lu les threads en question, ils sont très intelligibles, très compréhensibles, très la manière dont tu amènes les informations est très pédagogique et didactique, donc franchement, je pense que tout le monde peut s'y retrouver et en plus,
voilà, donc quelqu'un qui met autant, d'efforts, d'attention à vérifier les sources, à pas juste, faire du copier-coller et vraiment pour le coup il s'implique, il prend son temps, vous l'avez entendu, 8 mois, hein, pour chaque, sujet qu'il choisit de traiter, c'est impressionnant. Voilà, la plupart des gens ils bâclent ou ils font du repompage. C'est un monstre de travail. Moi franchement dans la sphère, critique de l'islam, les monstres de travail, je les compte sur les doigts d'une main. Voilà, peut-être Bébert, la poste à Caffer d'un côté, Jérém et cetera. Il y en a pas beaucoup. Honnêtement, il y en a pas beaucoup et même moi je m'exclus du du truc pour vous dire à quel point c'est rare. Voilà. Pourtant, quand En tu tout fais des cas, trades en général, Régus, c'est très fourni, c'est très précis, tu rentres vraiment dans l'aspect technique du sujet. oui, mais tu as Tu n'explores pas que remarqué la surface. oui, c'est vrai, mais tu as remarqué je fais ça genre pendant une petite période et puis je m'arrête. Donc là, je vais m'arrêter. Oui, c'est vrai. Non, mais C'est vrai, c'est vrai. C'est fatigant, c'est les, hyper lourd. les trades sur X, il y en a foison. Et les gens vont choisir la facilité. Donc, quand tu fais un trade technique et intellectuel quelque part, sur X, tu vas faire les vues des gens qui te suivent. Mais les autres vont choisir des trucs putaclic. Donc, C'est vrai. si tu veux faire du travail comme tu le fais là, il faut le faire sur un support où il n'y a pas la concurrence de tous les trous du cul. Soit tu fais des vidéos YouTube, soit carrément tu publies. C'est intéressant, hein, tu peux publier une revue, quelque chose, tu vois. Tu les publies, tu les mets sur même comme fait Sami Aldib, hein, il les met sur Academia. Tu publies des écrits, tes réflexions et tu les publies. Et là, tu auras, en fait, tu sais que les gens qui ont accès à tes traits sont des gens qui ont déjà en amont fait l'effort d'avoir une démarche d'apprendre des choses, de se renseigner, de curiosité, simplement, voilà, de curiosité intellectuelle, en fait. Mmh. Parce que tu balances un trade super bien fait. Moi, si je vous faisais un trade, mais super technique et super bien fait sur comment repriser les chaussettes, tu vois, eh ben, je pense pas que vous irez jeter un œil à mon trade. Et pourtant, il sera super, super bien travaillé. Mais les passionnés de reprisage de chaussettes, dans le fouillis de ce qui se passe sur X, n'auront pas accès à mon trade. Bon, j'exagère, mais vous avez compris le principe. C'est que les réseaux sociaux, euh, c'est un labyrinthe et c'est le bordel. Tout à fait. Et ton Tout à fait. travail, que tu travailles, voilà, c'est que ce que je dis, c'est que toi, Jérém, tu travailles, tu fais un vrai travail, et que ce travail, ça sert à rien qu'il soit ultra visible, on s'en fout, mais qu'il soit visible pour les gens à qui il va profiter ce travail, en fait, C'est pour ça, la cible, exactement. que trouve la cible. Et sur Twitter, c'est une bouteille à la mer, quelque part. Littéralement. Mais c'est là où j'ai le plus de chances d'être lu. Pas dans le sens où je cherche de la reconnaissance, mais dans le sens où j'estime que ce trade est assez important pour qu'il soit visible par le plus grand nombre et qu'il soit lu du plus grand nombre. Regardez là comment c'est fait. On sent un aspect, pro designer quand même. Et là, le taf, Franchement, non, mais, j'adore. non, mais rien que ça, il y a, il y a, Ouais, il y c'est a, vrai. il y a des dizaines de minutes, il y a des dizaines de minutes passées, rien qu'à faire ça. Ben Oui, je oui. confirme, c'est extrêmement long à faire. Les gens s'en rendent vraiment pas compte, mais c'est un travail dantesque. Ça prend des plombes à faire. Donc franchement, si on avait, comme en l'ont les, tu vois le conseil des ex-musulmans aux États-Unis, en une sorte vraiment d'agence, on pourrait te salarier pour ça, vraiment. Et eux, ils ont des dizaines de salariés dans leur, conseil des ex-musulmans aux États-Unis. De toute façon, aux États-Unis, ils ont toujours tout en upgrade, tu vois? C'est fou, ils ont tout en vieux, ces enfoirés. Ouais, c'est vrai. C'est nous, mais en Make 2, tu vois? Exactement, c'est horrible. Alors qu'en théorie, la critique de l'islam, elle a commencé déjà en Europe.
Voilà, depuis des siècles. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le truc, c'est que Ah, la critique de l'islam, elle a commencé à Poitiers, hein. ah oui, et à ce Ah moment-là, oui, ça en bardait, ils 732. étaient pas contents. Ils étaient pas contents. Ouais. Donc Le regarde problème, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est que c'est en languette et la taille oui, des caractères dépend ou plutôt n'est pas indépendamment faite par rapport par rapport à la police d'écriture que je choisis. Je suis toujours obligé de zoomer et de screenshotter certains passages précis pour que ce soit un minimum lisible. Sinon, c'est littéralement une bouillie de pixels qui est à peine lisible et c'est là qu'est tout le problème de ce format, en fait. Et surtout la limitation technique de Twitter qui n'autorise qu'à 4 images par post, ça me permet pas de poster des énormes languettes. Parce que mes threads, je les prépare vraiment en format thread, comme si tu étais sur une page internet. Le seul problème, c'est que sur Twitter, tu peux pas faire ça. Donc j'ai été obligé d'adapter. Alors j'ai commencé à screenshotter de la façon la plus nette possible, avec la meilleure qualité d'image possible. Image par image, par image, par partie, par partie, par partie et c'est ça à chaque fois. Donc là, en total, il y a 177 images que j'ai postées tout à l'heure et que j'ai compilées par screenshot. Mais dites-vous que là, c'est pas terminé, hein, c'est seulement l'introduction. Il y a 16 chapitres au total. Ouais, non, mais là, faut après que tu fasses ça dans après vous un pouvez recueil. il y a l'option, voilà, elle est là, c'est l'option, Thread Reader App. Donc vous mettez donc un truc ici, Oui, heu, c'est vrai que ça existe. voilà et après vous, par exemple, attends, si je mets le tien, attends 2 secondes, donc je vais mettre, ton pseudo peut-être, avec ton pseudo ça Mmh. va apparaître. Attends, je vais mettre là, voilà, est-ce que je l'ai ou pas? Tac tac, oui, voilà, c'est bon. Attends, je vais vous réafficher. Donc voilà, super, on y a. Donc voilà, vous voyez, donc avec ce site, j'ai le pseudo de Jérém, donc Hey Mia. Donc par exemple, là, c'est celui d'Aïcha, j'appuie sur celui d'Aïcha. Ah merde, il Ouais, est c'est ça. sorti ailleurs, 2 secondes, parce qu'en fait, ça te Mmh, renvoie vers un autre lien et là, la magie s'opère et vous avez tout en format condensé. Voilà. Voilà, vous z appuyez, vous le défilez. En fait, s'il avait en gros, si tu avais pas screenshoté, tu aurais juste écrit et mis la photo en bas, ça aurait fait une sorte de livre, en fait, avec, le paragraphe et la photo. Mais toi, comme tu as screenshoté, ça ressort comme ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est accessible. Bah, Mmh. là, pour le coup, c'était le premier format. Mmh. C'était la première version du thread Aïcha avait 16 ans. J'en ai fait une autre qui est plus belle et surtout qui est mieux sourcée. OK. Mais là, tu vois vraiment la première version, on va dire le pilote de mes threads. Mmh. Ah bah, faut bien commencer quelque part. Donc oui. Exactement. Ah je suis content d'avoir pu te faire un peu de pub, un peu de force, comme on dit. Merci Alors, beaucoup. de Merci rien, c'est énormément. normal, de rien. Rapidement, je voulais parler de ça parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, puis c'est arrivé cet été. La communiqué sanction, succession de sanctions administratives ciblant l'institution musulmane, parce qu'apparemment le CFCM a eu de gros problèmes en France. Oh! Ah oui, ah Intéressant. oui, ouais, ouais. Tac, tac, tac. Mmh, C'est quand c'est même pas à cause de Roro qui a dit que le tafsir de Said moi Khoubt, moi je vous dis à un la mosquée truc. de Paris quand même. Moi je pense que Bébert est la cause du gel des avoirs de Mike, de Comprends ton dribble et même des fois de l'autre, comment il s'appelle? Au Doumadva. Madvox, Voilà. m'a dit au Moi je pense que Bébert c'est un peu le serial pas killer, mais serial geleur des Serial voilà, Leller. serial geleur En des tout cas, livres. c'est des sacrées coïncidences, quoi. C'est juste après que je fasse des vidéos sur eux qu'ils ont leur avoir gelé, mais peut-être que c'est parce que j'épluche les vidéos des musulmans qui font la dawa et que je me rends compte quand un contenu est problématique et qu'en fait, je sais pas comment ça s'appelle, hein, la DGSE, la DGSI, je sais pas quoi, font la même chose en parallèle et qu'en fait, Si ils me tu connaissent même pas, mais que
quand je m'intéresse à un mec problématique, et bah, eux aussi sont en train de le faire. Ou alors, effectivement, ils sont abonnés à ma chaîne. Bah, parce que lui, c'est le chevalier du Verseau, donc il gèle ses adversaires. Donc bon, on revient les références des années 90. En tout Je l'ai cas, pas. tu connais pas Chevalier du Zodiaque? Enfin, je sais pas ce que Ah tu si, vas. si, bien sûr, mais j'ai pas vraiment regardé les Chevaliers du Zodiaque. Ah, Je vais pas mentir. Saint ah, Seiya, là, Dragon Ball, tu me déçois, j'ai pas regardé tout ça. Ouais, tu me déçois. je sais. Cobra, t'as pas regardé Ah, Cobra? Tu me j'ai déçois. pas connu Cobra, je l'ai connu très, très tard. Oh punaise, Cobra quand même. Heu, En tout cas, apparemment, ça les a fait grave chier ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc résiliation du contrat d'association avec l'État du lycée Averroès à Lille. L'annulation des 3 contrats liant, l'État du groupe scolaire Al-Kindi dans le Rhône. L'arrêt de fermeture définitive du collège Avicenne à Nice. Les fermetures temporaires de lieux de culte musulmans et le gel des avoirs et la menace de dissolution visant, l'Institut européen des sciences. Alors le CFCM constate que même lorsque des manquements ont pu être relevés, les juridictions administratives ont plusieurs reprises jugé certaines décisions administratives disproportionnées et injustifiées. Bah, ils admettent qu'il y a eu des manquements, mais pour eux, c'était disproportionné et justifié. Au regard des faits reprochés. Ces décisions de justice ont permis de rétablir les droits de certaines institutions concernées. Le Conseil souligne qu'il aurait été probablement possible d'envisager des ajustements aux mesures correctives, comme cela a pu être le cas dans d'autres établissements non confessionnels placés dans des situations comparables. Ainsi, des lycées tels que Stanislas, Paris ou Betaram, malgré des controverses sérieuses évoquées notamment dans l'émission Complément d'enquête pour des accusations sexuelles graves, n'ont pas fait l'objet de sanctions administratives. En gros, les autres, vous avez vu, ça a été gentil avec eux, pas nous. Pourquoi vous avez été méchants avec nous? Bon, en tout cas, voilà, encore une fois, de la pleurniche. Tout ça pour dire que, ils trouvent ça pas gentil d'avoir tenté de fermer. Écoutez les frères, si en même temps vous faisiez pas ce que vous faisiez, ça ne serait jamais arrivé. Vous allez me dire: «Régulus, pourquoi tu parles de ça?» J'ai trouvé un petit article, on va pas tout lire, mais rapidement juste pour que vous ayez une, vision de ce que c'est que le CFCM. J'ai trouvé ça. C'est quoi le CFCM? Donc, précédé par plusieurs organisations éphémères, le Conseil français du culte musulman, CFCM par exemple, a finalement été imposé au forceps par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur en 2003. C'est mission être interlocuteur des pouvoirs publics pour régler les problèmes pratiques qui se posent à l'islam en France. Construction de lieux de culte, leur financement, organisation de 3 aumôneries, militaire, pénitentiaire et hospitalière, organisation de l'abattage rituel et de la très lucrative filière halal et statut des imams comme la formation, rémunération, protection sociale, carrière. Avec le surgissement de l'islam radical, attentats en France, départ en Libye, Syrie, Irak, les gouvernements ont exigé des gestionnaires de l'islam et des actes d'allégeance aux valeurs de principe de la République. Ils ont développé une surveillance accrue sur les mosquées et ont fermé des mosquées considérées comme pratiquant un islam de type salafisme politique, favorisant des actes violents ou un séparatisme. Ils ont expulsé quelques imams étrangers pour la même raison. Donc là, ils font toute l'histoire en fait, parce qu'il y a une histoire de l'islam en France. Donc l'islam en France pendant la colonisation, de l'Algérie notamment. Ensuite, il y a eu la grande mosquée de Paris qui a été construite avec, justement une loi visant à permettre son édification en 1922. Ensuite, il y a eu les premières vagues d'immigration d'origine maghrébine, vers l'après-guerre. Ensuite, il y a eu, la 2e vague, dans les années 80-90 où l'islam devient littéralement la deuxième religion de France. Bon, à ce moment-là, il y avait le JIA, il y avait plein de groupes, politiques qui ont essayé de s'immiscer, ceux de Turquie, ceux du Maghreb, ceux d'Arabie Saoudite. Ensuite, donc voilà, il y a Miligorus, il y a des pays, comme l'Algérie, le Maroc, qui ont essayé de s'imposer à travers des financements, à travers des imams qu'ils envoient de leur propre pays, prêcher en France. Voilà. Donc l'islam sunnite majoritaire est multiforme, sans structure hiérarchique. Devient imam celui qui le désire. Voilà, déjà ça, c'est problématique. La France, c'est un pays qui a habitué un peu la hiérarchie qu'on retrouve chez les chrétiens. La hiérarchie ecclésiastique, je pense que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, alors voilà, en islam, c'est beaucoup plus flou. En tout cas, en l'absence de califat, c'est beaucoup plus flou.
On va dire que sous les califats islamiques, il y avait un peu plus de structure. Voilà, pour les mouftis, les ulamas, les chouyoukhs, les oustats, les imams, et cetera. Mais, vu qu'il y a plus de califat, c'est un peu, la république islamique, république démocratique populaire qu'on retrouve un peu dans le monde, ça dépend si on parle du Pakistan, des quelques petites monarchies par-ci par-là, que ce soit dans le Golfe ou au Maroc, par exemple. Et du coup, c'est un peu plus, voilà, opaque, si on veut. Et donc l'Europe, notamment les pays d'Europe même de l'Ouest, ont l'habitude d'une hiérarchie claire, pas confuse, justement. Et c'est ça qui a rendu, l'organisation de l'islam de France, très complexe, très difficile. Par exemple, regardez, là j'ai trouvé une bonne image, excellente, pour chez les chrétiens, ils ont ça. Regardez ce qu'il y a dans le christianisme, comment c'est bien organisé. Donc il y a le bas clergé, le haut clergé et il y a les laïcs en bas. Bon, les laïcs, on va dire c'est nous, quoi. Ah la vache, je m'attendais pas à ce que ce soit une telle hiérarchie. Ah ouais, ah, c'est pas en islam tu trouveras ça, hein. Non? Voilà. Donc il y a le diaconat, il y a le sacerdoce, les évêques. Bon, tout en on a le pape. Moi, je connaissais le pape, je connaissais les archevêques, je connaissais les évêques. Je savais pas qu'il y avait des sous-catégories. Les Les cardinaux, les cardinaux, les prélats, voilà. archevêques, les évêques. Diocésains? Je savais pas non plus. Qui ont Les des abbés, dieux bon, c'est aussi. classique, les moines, les moniales, c'est classique aussi, clergé régulier et cetera. Les diacres, oui, d'où le terme diaconat d'ailleurs. Les vicaires, pareil. Évêque métropolitain, je savais pas. Je savais pas du tout. Je savais pas non plus qu'il y avait les primats. Je pense que ça se dit primat plutôt que primate. Les patriarches juste en dessous du pape, je savais pas non plus. Ouais, donc c'est vraiment toute une organisation, toute Voilà. une Ouais, mais structuration. bah, ça, c'est lié à Rome, j'imagine. Parce Possible, oui. que ils ne disent pas comment on les nomme les uns les autres. Parce que souvent, quand tu arrives aux évêques, même aux abbés, hein, à partir de abbé, abbesse, jusqu'à évêque, en ce qui concerne le territoire français, ils étaient nommés par le pouvoir et pas par Rome, hein. Souvent, bah, je me rappelle, Henri IV nommait ses maîtresses abbesses de couvent. Après, il allait faire des séjours dans les couvents, hein. Ah, il s'éclatait dans le couvent. Pour lui, c'était comme d'aller en Thaïlande, tu vois. Donc, et les évêques, souvent, étaient des gens qui avaient des tas d'enfants illégitimes. C'était de la noblesse française, parce qu'il y avait les revenus qui allaient avec, des revenus énormes. Donc, il était nommé évêque. Bon, bah, il ne pouvait pas se marier, et ça n'empêchait pas d'avoir des maîtresses, d'avoir des enfants, de s'en occuper et tout ça, hein. C'est à l'époque, en tout cas, en ce qui concerne la France, cette hiérarchie, elle n'était pas. Là, c'est la hiérarchie du Vatican, quelque part. Mais dans la réalité, en tout cas, ceux qui nomment les personnes à ce niveau-là, c'est pas juste, c'est pas pyramidal, quoi. C'est pas une pyramide stricte. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui balancent des mecs au niveau cardinal, évêque, abbé, tout ça. Exactement. Mais c'est pour vous dire à quel point l'article est lent, on va pas forcément le lire aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer à quel point, si un jour on le lira en entier et vous verrez à quel point c'était hyper compliqué pendant ces 20 dernières années à élaborer, à construire en tout cas cet islam de France et il y a eu beaucoup de ratés. Bon, l'État a ses responsabilités évidemment, je dis pas que tout vient des imams, tout vient des pays étrangers musulmans, mais c'est un tout, en fait. Voilà, c'est un concours de circonstances convergent, qui a fait que ça foire et qu'aujourd'hui, on soit toujours dans les mêmes problématiques qui se répètent. Voilà, donc juste pour revenir à la conclusion, après on va arrêter avec l'article et aller à autre chose. La conclusion de l'article, moi, m'a intéressé. En gros, ça dit quoi? Conclusion, c'est où? Merde. Ah là. Le chantier de l'islam de France est toujours en friche, voilà, depuis 20 ans, de CFCM. Contrairement à d'autres religions présentées en France, l'islam est encore trop éclaté entre les diverses interprétations théologiques. Vous comprenez maintenant
pourquoi est-ce que sur le collectif Exmus, on est à ce point: «Oui, les gars, vous êtes chiants». Non, on n'est pas chiants, en fait. On est en train de vous dire que l'islam, c'est comme ça. Malheureusement, c'est segmenté, c'est fragmenté, c'est éclaté en plusieurs sectes. Chacun prétend détenir, la vérité de l'interprétation des textes islamiques, les scriptures, voilà, islamiques. Ils sont tous dans l'idéal orthodoxique, alors que c'est tous des hétérodoxies, voilà, entre elles. Donc c'est pour vous expliquer que c'est pas nous qui voulons complexifier les choses et qui voulons amener la confusion. Parce que souvent on nous dit: «Oui les gars, vous êtes en train d'alimenter la confusion», alors qu'avec les autres, c'est simple, les autres critiques de l'islam sur TikTok, c'est très simple. On a, le Coran, la Sunna, l'ijma, le qiyas et c'est bon, c'est fini. Moi aussi, j'aurais voulu que ça soit aussi simple. Moi, vous pensez que ça m'arrange pas que ça soit simple à critiquer l'islam? Ça m'aurait extrêmement arrangé que ça soit aussi C facile. Ça aurait été un gain de temps colossal et surtout, bah, ça nous aurait permis de conserver un peu plus d'énergie et de santé mentale. Malheureusement, c'est absolument pas le cas. Quand tu te rends compte que, bah, ils ont en partie vrai, mais qu'ils sont loin de la réalité, bah, ça pousse à réflexion et surtout ça pousse aux recherches. Ça pousse à la documentation. Ça pousse à t'intéresser à d'autres domaines que, ah Aïcha, n'avait pas 16 ans, ah Aïcha a été consommée à 9 ans. Ça va plus loin que ça. C'est Au calme! Oui, bah oui. Ça, quand ça peut rendre dingue. Ça peut rendre dingo la critique de l'islam. Ah, tu me tues. Non, mais Bah c'est oui. vrai, il a Nique ta raison. mère! Mais nique ta mère, en fait! Ça rend dingue critiquer l'islam, je te jure. J'ai un envie gamin d'écarter les Bébert. cuisses! J'ai envie d'écarter les cuisses! Non, mais c'est terrible. Quand tu critiques l'islam, tu plonges dans la. Quand tu regardes trop au fond de l'abîme, c'est terrible. C'est l'abîme qui te regarde. Je t'encule! C'est terrible. terrible. Pardon, C'est, pardon. C'est beau. Non, mais Ah, t'es un gamin Bébert, c'est pas vrai. mais pour revenir sur, Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles, espèce de putain! Oh, j'ai Ah pas putain, ils Excusez-moi. sont en train de me refaire les abdos là. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça par un fils de pute? Qui fait ça? Qui fait ça? Ah, Au calme! Au calme! Au calme! Bon, calmez-vous les mecs, allez, on se calme. Voilà. mais je vais les utiliser, mais c'est pas possible. Mais c'est pas, je vais les utiliser. Bon, je reviens sur le truc. En fait, ils te disent quoi? Ils te disent, voilà, c'est Dernier conseil. Attends, dernier conseil. C'est ça les droits humains! C'est ça les droits humains! Mais nique ta mère! Mais nique ta mère en fait! Putain! nique ta mère les droits humains. Voilà. Oh. Ah, c'est bon, là, j'ai plus d'énergie, ça m'a vidé. Merci Kevin Mazet hein, pour ces Ah, petites captures MP3. c'est bon, ça m'a refait. Ah oui. Ça a reboosté mon énergie là. Ah oui. En tout cas, pour sortir de cette impasse, le gouvernement a été encore plus intrusif qu'il n'avait été Sarkozy. Voilà, parce qu'apparemment, les liens entre l'islam et les influences politiques extérieures et la longue habitude de l'islam consulaire, sans compter les conflits d'ego, sont des freins. Donc c'est ça, les gars. Donc il y a des problèmes d'interprétation entre les rigoristes, les libéraux, et à ceux qui ont des conflits d'ego. Oui, c'est moi qui vais avoir les subventions. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Et ensuite, il y a le problème des influences extérieures, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Turquie, voilà, qui veulent tous s'immiscer, sans parler des pays du Golfe. Donc l'islam consulaire qui a fait son chemin. Ensuite, Sarkozy, donc du coup, ça remonte à loin cette histoire. Donc depuis lui, il y a eu Cécile Chambreau qui souligne l'implication de l'État dans l'organisation d'un culte. Oui, parce qu'en fait, comme ils n'arrivent pas à s'organiser entre eux,
hein, les dignitaires, religieux musulmans, il faut bien que l'État fasse un petit coup de pied dans le cul, j'ai envie de vous dire. Voilà, bougez-vous les gars, bougez-vous. Le ministère de l'Intérieur prétend que son seul rôle sera celui de facilitateur, mais le bureau des cultes est à la manœuvre. Dans une tribune publiée dans Le Monde, le 31 janvier 2022, le politiste Franck Frégosi dénonce un État qui, bien que laïque, n'a cessé de s'ingénier depuis des années à vouloir gouverner ce culte, avec l'aval tacite de certaines fédérations responsables de mosquées. L'État s'en bat les couilles, les gars. Pensez vraiment que l'État a que ça à foutre de gouverner des cultes religieux? Sérieusement? Pensez vraiment qu'on en est là? Ils On a s'intéressent même pas tellement à de la choses à gérer. théologie en ils s'intéressent même pas à la théologie en politique, qu'est-ce qu'ils croient qu'ils vont s'intéresser à ça? Nul, 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 nul. Vous êtes des nuls. Ce qui est en tout cas, c'est qui a dit ça? C'est C'est qui déjà? Momoeni, Franck. Momoeni. C'est Franck. Voilà, voilà, le politiste Franck Fragosi. Tu es nul, Franck Fragosi, nul. Mmh. Donc il conclut: «La nouvelle gouvernance des de France se présente comme une opération médiatique pour Macron». Non, mais Macron, il se pointe, je sais pas, au ramadan et c'est tout. Qu'est-ce qu'il s'en fout Macron? Il fait deux trois petites apparitions devant le recteur de la grande mosquée de Paris, il se barre. Il s'en fout de gouverner l'islam de France, Macron, vous croyez vraiment qu'il a que ça à faire Macron, de gouverner l'islam de France? C'est des problèmes en plus. Il a déjà plus de 3 000 milliards de dettes à gérer. Qu'est-ce que vous racontez les frères? N'importe quoi, franchement, c'est vraiment de la parano à ce niveau. Donc il existe des courants radicaux, ultra-conservateurs, qui peuvent être en délicatesse avec les principes de la République, dans tous les cultes, mais contrairement à l'islam, aucun d'eux ne fait l'objet d'une réprobation publique de la part de l'État. OK. Malgré l'introduction de l'État a permis des avancées, voilà. Le dialogue en boucle imaginé par l'État hâtif, Assise territoriale de l'islam en France, au niveau des départements et sous l'égide des préfets, groupes de travail nationaux et sessions nationales annuelles du FORIF, élargit la réflexion sur l'islam et permet de nouveaux acteurs au contact de réalités locales. C'est un début de démocratisation du processus. Bon après, ils te disent le FORIF, donc n'est pas exempt de critiques, puisque le recteur de la mosquée de Lyon, Kamal Kaptan, membre du FORIF, regrette que les membres du FORIF n'aient pas été élus dans leur département, puisque nous sommes en démocratie. Il faut aussi que l'islam soit établi sur des bases démocratiques. Franck Frégosi proposait que l'islam construise un système représentatif sur la base du vote des fidèles et sur le sommet des protestants et juifs, et sur le modèle, excusez-moi, des protestants et juifs, alors que l'organisation de leur consistoire de la base jusqu'au sommet. Mais est-ce qu'ils veulent ça? Est-ce qu'ils veulent copier un modèle chrétien et juif, les musulmans, aussi? Ça, en fait, c'est ça la Non, question en vérité. Un Pas non, modèle qui fonctionne pas tant que ça pour le prosélytisme, quoi. Avec ce c'est ça. modèle-là, les en fait, protestants et les juifs, ils sont pas en train de protestaniser ou de judéiser notre pays, quoi. parce qu'ils s'adaptent dans le pays dans lequel ils vivent. À part les ultra-orthodoxes qui font exactement la même chose, il y a qu'à voir ce qui se passe en Israël, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a, comment dire? La Bible incite à comment dire? À se conformer par rapport à l'époque. Le judaïsme, pareil. Donc bon, à un moment donné, c'est bien que le problème vient des écrits coraniques. Si, comment dire? Même les musulmans, en grande majorité, je parle pas des minorités parce que pour le coup, en minoritaire, il y en a qui veulent vraiment se conformer à la République, aux lois et cetera. Dans la grande majorité des musulmans, heu, ils ne veulent pas, comment dire? Ils ne veulent pas mettre au second plan les écrits islamiques. Je sais pas si j'ai été assez clair. Je crois que je me Si, suis un petit peu perdu. si, si, très clair, très clair. Et du coup, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ils te disent, le Eva Jana c'est la Mu'tazilite et Anne-Sophie Mosiné, OK, en faisant la candidature de 2 femmes imams. Ah oui! Ah Ouais, oui! super, Ah oui, le ministère de l'Intérieur, il a refusé la candidature de 2 femmes imams. Ah oui, OK. intéressant. De devenu Cheikh, Al-Albani. OK, OK, Attends, bon, attends, attends, écoute. c'était qui le ministre de l'intérieur à ce moment-là? C'était? Ah, je pense c'est non, c'est pas Darmanin, je sais plus comment il s'appelait. En tout cas, C'était sous qui, ce document? mmh, ce document, attends, je vais voir la date si elle est en bas. Ah, ça date de Mars 2022. 2022? Putain, c'était Ouais. Darmanin.
D'ailleurs, c'est lui qui a refusé d'aider les apostats, Darmanin, hein. Dans le rapport. Ouais, Je sais pas ouais, si ouais, ouais, tu je me souviens très bien, j'en parle d'ailleurs dans mon thread. Putain, Voilà. l'enculé, ouais, mais en fait, mais c'est parce qu'en fait, il le sait. Il le sait. Il savait que ça allait causer des problèmes, c'est pour ça qu'il a refusé ce bâtard. Oui, oui. Bien sûr que oui, il le sait. Il savait que ça allait générer des attaques terroristes ou je ne sais quoi. Il savait. C'est pour ça qu'il a refusé. Eh oui. En tout cas, pour continuer, donc il a. Mais nique ta mère, en fait. Ce Ah, que vous dites, ça me révolte, c'est pour ça. ça nous révolte. Leur proposition de faire naître une formation des immeubles beaucoup plus scientifique sur les aspects anthropologiques, historiques ou critiques de l'islam, ce faisant, l'État n'est-il pas intervenu dans la théologie de l'islam? Bah du coup oui, clairement, oui, ils sont positionnés. Le forif ne devrait-il pas être ouvert à toutes les sensibilités de l'islam? En théorie, oui. Si on est en France, Mmh. que la France n'est pas encore un califat, en théorie, il devrait être ouvert à toutes les sensibilités, jusqu'à ce que l'une des sensibilités grille la loi, évidemment. En dépit Évidemment. de certaines organisations, le faux RIF a été bien accueilli par d'importants responsables d'islam de France. Il constitue un premier pas, blablabla. Les projets sont censés aller de la base échelon départemental vers une instance nationale de réflexion. Les grandes mosquées et les fédérations restent des interlocuteurs du gouvernement, mais n'interviennent pas en tant que tels dans le faux RIF, même si certains de leurs représentants sont membres du faux RIF. De gré ou de force, elles sont adaptées aux valeurs de la République, voire la signature de la charte. Ah oui, la charte de la République, oui. Mais quelle est la valeur d'une adhésion forcée? On s'en fout. Forcé, pas forcé, tu te soumets en fait. OK? À un moment donné, on va pas commencer à faire de la négo: «S'il te plaît, est-ce que tu acceptes mes valeurs?» On n'a pas le temps pour ça les gars. Voilà, forcé, pas forcé, tu adhères et tu fermes ta gueule en fait. C'est bon, c'est fini le truc de on doit vous lécher les pieds pour, que vous acceptiez les valeurs. Celui qui n'accepte pas les valeurs, eh bien, il va en payer le prix judiciairement parlant, c'est tout. On peut espérer que les fédérations accepteront de se plier aux solutions qui émergeront du Forif si elles émergent. Mais le Forif recèle des lacunes importantes. Contrairement aux autres, principaux cultes, la religion musulmane n'a plus de représentation nationale après la disparition du CFCM. Après avoir solutionné certains de ses problèmes concrets en discussion, le Forif pourrait peut-être faire des propositions en ce sens, au niveau local, qui doit servir de force vive au Forif et en effet délaissé. Il manque une instance départementale de discussion. Bon, là, c'est du technique. OK, donc tout le volet économique, social et sociétal, défini comme indispensable par Emmanuel Macron dans son discours des Mureaux, a été totalement oublié. Il avait pourtant conclu ainsi son discours: «La réponse passe par des mesures d'ordre public, elle passe aussi par des mesures de réengagement de la République». Oui, lesquelles? Le FORIF n'est pas une organisation de décision, mais alors, à la fin de ses travaux, à qui reviendront les prises de décision? Ah, c'est intéressant ça. Une nouvelle menace s'est faite jour à la base. Comme l'a reconnu le président de la République, c'est le délaissement par l'État des populations d'origine immigrée qui, en retour, jouent un rôle dans diverses formes de radicalisation, particulièrement dans la jeunesse de ces populations. Depuis les années 2000, c'est une partie de cette jeunesse éduquée, diplômée, s'est tournée vers un islam rigoriste, en opposition par celui pratiqué par des imams plus âgés. On les retrouve dans les organisations de lobbying international, comme dans l'Union européenne, comme le FEMISO, qui seraient liés aux frères musulmans. En France, un responsable des services de renseignement explique dans Le Figaro, depuis 2016, comment des groupes salafistes interviennent au niveau des mosquées. Ils font de l'entrisme dans des petites et des moyennes mosquées. Ils développent leur idéologie qui séduit les jeunes fidèles et dénigrent les imams et gestionnaires en place. Puis ils provoquent des élections et s'emparent de la direction des mosquées. Putain, 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 putain! Mais c'est Game of Thrones! Ah, j'adore! OK. Donc tu as des petits salafistes, ils vont un peu en mode virus, ils pénètrent dans les mosquées, ils commencent à faire de la subversion idéologique en mode: «Ah, tu as vu l'imam, c'est un innovateur et tout. Ah OK». Après ils prennent du coup, de l'ascendant et ils finissent par diriger eux-mêmes les mosquées. Putain, c'est fort, très Les fort. salopards. Mais comme ils Ah sont plus pieux et qu'ils ne mentent presque pas sur les textes, bien évidemment qu'ils vont convaincre plus de fidèles et bien évidemment qu'ils vont, comment dire? Qu'ils vont être encensés c'est ça. par les fidèles. L'article du Parisien cite les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur concernant les groupes salafistes. En 2004, il y avait 5 000, bon, approximativement, OK. En 2010, 12 000. En 2018, 50 000. Ça, c'est exponentiel. OK. Ah ouais, on est passé de 50 000 à 5 000 à 250 000, quoi. Putain, 10 puissance 2. OK. Heu
plus de 140 mosquées seraient concernées, c'est encore marginal. Des 2 600 mosquées, mais le phénomène s'amplifie rapidement. Mais c'est énorme, même si c'est peu de mosquées, il y a quand même beaucoup d'adeptes. Le Oui. Monde, cite des lieux qui ont fait l'objet de contrôles. Mosquées, mais aussi cafés, clubs de sport, agences de voyage, librairies, épiceries. Et ça, c'est ce que je vous ai dit hier. Moi, contrairement à certains, moi, je pense que le problème en France, c'est pas qu'il y ait beaucoup de mosquées. Puisque, allez, même s'il y avait 10 000, 30 000, 40 000 mosquées, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de mosquées qui est problématique en France. C'est tout déjà, c'est ce qui se fait à l'intérieur, c'est déjà qui les gère et c'est ensuite qu'est-ce qu'il y a autour, c'est quoi l'écosystème? Parce que vous avez remarqué que dans certaines villes, donc à forte concentration de musulmans, c'est totalement normal. On peut comprendre que plus, il y a des musulmans qui se réunissent, ils se communautarisent en quelque sorte, ils ont envie de commerce dans lequel ils peuvent se retrouver. C'est comme ça si tu les laisses tous y vivre ensemble, ils vont se dire: «Ben, puisqu'on est tous au même endroit, pourquoi pas avoir des commerces, voilà, qui nous parlent. Non, Donc du en coup, fait, ils font de leur micro-société, une voilà, c'est micro-société normal, islamique. c'est naturel. Donc ils vont ouvrir des épiceries, des librairies, voilà, des agences de voyage pour aller faire du hajj ou de la umra, c'est 2 formes de pèlerinage. Des clubs de sport, Oui. non mixtes, par exemple, bah, ça reste privé. Moi, si j'ouvre une salle de sport demain matin et je peux instaurer mon propre règlement intérieur. Mais des cafés, voilà, donc vous comprenez même des magasins de vêtements islamiques, avec les abayas, les niqabs et tout, les khamis. Donc vous comprenez, oui, et c'est ça qui est problématique en fait et c'est pour ça qu'il te dit: «Il y a beaucoup de lieux qui ont fait l'objet de contrôles» et en général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours une mosquée et c'est autour de la mosquée que s'organise l'écosystème, de la communauté. C'est jamais, autrement. En tout cas dans les pays musulmans, c'est comme ça, hein. Une ville, elle se caractérise toujours par une mosquée au milieu de la ville. Voilà, ou même si c'est en périphérie, en tout cas l'activité s'organise autour. Bon, vous le verrez souvent. De la volonté, c'est pour ça qu'à la Mecque, c'est fait comme ça. Tu avais la Kaaba qui était au milieu de la ville et tout se faisait autour. Voilà. De la volonté de vivre à l'écart, de bâtir une ville, une vie à côté de la République, l'article du Monde suggère que les motifs évoqués par l'État pour sanctionner des dérives semblent assez vagues. Oui, parce qu'ils arrivent pas à s'y prendre correctement. En effet, ils désignent des faits précis. Le journal cite en effet un préfet qui révèle que les groupes d'évaluation départementaux ont mis à jour des micro-organisations, des petits mondes parallèles qui fonctionnent parfois en vase clos avec des écoles coraniques primaires clandestines, mosquées, lorsque les enfants sont officiellement inscrits à l'école à la maison. Ah, très intéressant ça. Donc d'éducation clandestine, donc illégale. Parfois, comme l'a révélé l'émission d'M6 sur l'islam salafiste, à Roubaix, les associations font de fausses déclarations. Écoutez bien, de fausses déclarations et détournent des subventions pour faire vivre une école coranique clandestine. Même si l'émission était critiquable car partielle généralisée en trop, les faits sont avérés. La vision de ces petites filles voilées des 6 ans et recevant une éducation essentiellement fondée sur la religion musulmane, de nombreuses matières générales n'étaient pas au programme, étaient glaçantes. Là, oui, il y avait séparatisme et traumatisme pour les enfants. D'autre part, la vente de ces poupées sans visage dans une librairie était d'autant plus choquante que de jeunes parents les achetaient sans que cela ne leur pose le moindre problème. Donc, en réponse, le gouvernement accentue le contrôle des mosquées et d'autres lieux au cours de l'année 2020. Attends, 2630 salles de pause, oui? pause, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui m'intrigue pas mal. Je vois islam radical entre parenthèses. Mais ça veut dire que pour eux, à partir du moment où ça devient l'islam radical, c'est quand ce n'est pas un islam républicain. Oui, du coup. Oui, bien sûr. Et c'est con. Un Coran républicain, ça n'existe pas. Je Bon, après, ils veulent faire le Coran européen, mais qui s'accroche, hein, qui s'accroche? Mais en tout cas, là, c'est hyper intéressant parce que donc au cours de l'année 2020, donc tu avais plus de 2000 salles de prière, criblées, mosquées criblées. 99 ont fait l'objet d'une enquête approfondie, 36 ont obtempéré et en suspendu, ont licencié des responsables visés. Elles sont restées ouvertes et 22 ont été fermées. En fait, c'est ça les regardez, nous, on entend souvent sur internet, ou même, que quelque chose sur la plateforme: «Oui, on a fermé des mosquées». Oui, mais les frères, pourquoi est-ce que les mosquées ont été, fermées? Parce qu'il y avait des raisons, on peut pas les fermer comme ça arbitrairement. Après,
Peut-être que les raisons vous convainquent pas, ça c'est une chose, mais les raisons sont quand même là. Et en plus, là, on dit, il y en a qui ont obtempéré, c'est-à-dire qu'il y a des mosquées qui acceptent qu'une enquête soit faite, qui collaborent avec avec les personnes, les agents, voilà, agrégés pour faire ça. Donc c'est tout. Ah, maintenant tu collabores pas, ben, c'est fini. Voilà, on te ferme ta mosquée, tout simplement. Et ceux qui, au bout de l'enquête, vont suspendre, vont licencier des responsables qui sont justement, heu, à qui on attribue des comportements litigieux, ben, c'est ils sont virés et la mosquée reste ouverte, tout simplement. Sinon, ben, on te ferme ta mosquée. Donc les comptes bancaires de 205 associations ont été confisqués et 2 imams ont été expulsés. À titre d'exemple, 2 imams ont été suspendus par les gestionnaires de leur mosquée par injonction d'un préfet. L'un pour avoir accusé de manquer de pudeur les femmes qui partagent les leçons de maquillage sur internet, qui mettent en valeur les formes de leur corps, qui sont habitées par le shaitan. Tu que Putain. ça à foutre de voir des tutos make-up. OK. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, Régu, à Oui. chaque fois qu'il y a le ramadan, il y a toujours un débat entre les oulémas pour savoir si la femme a le droit ou non de se maquiller, ou pas. Ah, c'est horrible. C'est assez drôle, hein, parce que ça fait toujours pas consensus, ça fait tout le temps divergence et il y a tout le temps débat. OK. Salut à ceux qui, sont arrivés dans le chat. Désolé, je suis en train de lire le PDF, je peux pas vous répondre à chaque fois, mais salut à tous et à toutes, évidemment. Tac, tac, tac. Donc, un autre qui fait l'autre pour avoir déclaré lors d'un prêche: «Les femmes musulmanes désireuses d'entrer au paradis doivent obéir à leur mari, veiller aux droits d'Allah et leur époux, rester en famille, ne pas s'exhiber». C'était en fait un verset du Coran, mais ça ne change rien au fait qu'émettre de telles opinions dans un lieu de culte soit punissable en fonction du code pénal et des législa et de la législation en vigueur sur l'égalité homme-femme. J'aime bien parce que si on part sur ça, vraiment le Coran, il grille, toute la constitution française. Bah, oui, en fait, c'est ça le truc. C'est si tu prends le Coran, faut le prendre dans son intégralité. C'est pas genre 1 ou 2-3 passages qui te vont. Bah, c'est C'est foutu, hein. clairement ce qui est dit dans le Coran. Donc franchement, si ça a fait chier, je vous raconte pas le reste. Ah non, mais gars, tu prends perpète pour apologie du terrorisme ou je ne sais quoi. Tu prends pire que Vivi. Tu Là, c'est fini. Mais voilà. La réaction du gouvernement des préfets parfois excessive, mais la menace semble bien réelle de nature à perturber le travail de rénovation qu'entreprend l'islam en France. Les micro-problèmes, les contestations à l'école publique, oui, c'est comment on appelle ça déjà? Les infractions à la laïcité, voilà. Les propos discriminant les femmes, les refus de la loi commune, burkini, demande de plage horaire dans les piscines pour les femmes musulmanes, exigence de mettre un voile, vêtement islamique lors des compétitions sportives, expansion du voile et du hijab considérés comme des normes et ça, ben, mis bout à bout, contribue à créer une société religieuse en parallèle du modèle républicain. Donc pour y porter remède, l'État doit agir sur tous les leviers. Le monde, si tu es un haut fonctionnaire, ce n'est pas tout de fermer des associations et des écoles clandestines. Il faut être capable d'offrir une alternative républicaine. Le journal conclut: «Un tel déséquilibre risque de renforcer le sentiment de persécution». En fait, c'est ça le problème. C'est vrai qu'il fermer, OK, c'est une chose, mais vous proposez quoi en échange? Voilà. Et oui, c'est le chantier est très large. Ah là 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 là. Bébert, tu veux toujours faire la vidéoscopie ou pas? Parce que j'ai besoin de toi par vidéoscopie, c'est toi qui tenais à la faire à la base. Sinon moi, j'ai embrayé sur autre chose. Bon, il est pas là, c'est pas grave. Vidéoscopie de quoi d'ailleurs? D'un débat, je sais pas, sur le voile, sur est-ce qu'on devrait interdire ou pas le voile. Donc, c'était Bébert qui tenait à le faire de base, Ouais, et ben, du coup, s'il est pas là, ça sert à rien de le faire, quoi. oui, 2 c'est clair. se 2 Bah, secondes. c'était un débat, sur une émission particulière ou sur internet? Non, un truc de TikTok, Ah d'accord, OK. basico basique, j'ai envie de te dire. Juste, allez, je suis curieux, je vais aller sur, le compte mon compte Twitter. C'est vrai, maintenant que tu m'as parlé des trades que j'ai pu faire, je vais en je vais en relever un, par exemple, que j'ai pu faire qui était intéressant. Bon, en fait, j'ai vraiment fait des trades, bon, globalement sur l'islam, mais il y en a qui j'ai fait sur d'autres sujets. Donc, comme c'est mon compte, Twitter, enfin, c'est relié à la chaîne en théorie, mais on va dire que je me suis, lâché sur certaines choses. C'est le moins qu'on Heu, puisse dire.
Ah oui, je t'ai choqué. Ah bah, pour le coup, quand je te vois parler, de manière, très intellectuelle, très posée, très calme et puis d'un seul coup, quand tu dis, d'où tu sors fils de pute ou, pour qui tu te prends sale merde, bon, ça calme, hein. Là, il y a un contraste. Ah, le contraste est palpable. Ah, tu le ressens, tu le ressens. Non, Ah mais non, mais de les fou, mec. à un moment donné, faut, si je me lâche pas, je deviens fou, en fait, c'est pas possible. Faut bien Je comprends, je comprends. quand je lâche de temps en temps. Par exemple, il y avait ce thread là qui est très intéressant. C'était sur, attends, tac, 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 voilà, Naruto. Naruto et le prophète Mohammed. Oui, 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 oui. Pourquoi les musulmans s'identifient autant Voilà, à Naruto, à Luffy, bref. voilà. Par exemple, là, donc, je vais le lire, de Naruto et le prophète Mohammed. Non, Naruto n'est pas un prophète, mais sa trajectoire évoque des motifs communs au récit prophétique, dans celui de Mohammed. Et c'est pour ça qu'il trouve une analogie entre les deux. Hem, En fait, je répondais à un tweet qui disait qu'il y avait pas de lien entre l'islam et les mangas. Et moi, j'ai réfuté ça, parce que techniquement parlant, on peut se dire: «Eh, c'est quoi le rapport?» D'emblée comme ça, on peut, pas faire le lien. Mais moi, justement, mon rôle, c'est de mettre des liens, là où ils sont cachés, là, ils sont pas visibles, justement. Donc avant toute chose, c'est pas une comparaison religieuse stricte, exactement, c'est une lecture narrative, culturelle, symbolique. Voilà. Ouais. Je compare des archétypes, exactement. Rejeté, guide du peuple. Donc Naruto, c'est la même chose, il était rejeté par sa communauté de base, Konoha. Il a été, orphelin comme Mohammed et ils ont tous les 2 acquis un rôle de voilà, d'autorité, qu'on a comme des héros par les gens de leur peuple. Donc je compare des archétypes rejetés, guides du peuple, pas des statuts spirituels. Donc voilà, c'était là où j'en parlais. Les récits prophétiques partagent une même dynamique. Tu es un enfant, tu es orphelin, tu es rejeté, tu es mis à l'écart, tu es moqué par ton peuple. C'est exactement la même histoire que Mohammed Naruto. Doté d'une force intérieure ou d'une révélation, là pour le coup c'était Gabriel, Naruto c'est Kyuubi, accomplit une mission où transforme le monde. Bon, Naruto, sa mission, c'était pendant les 3 quarts de sa vie, trouver Sasuke. Donc, Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais de devient base, c'était devenir maître Hokage. Hokage, c'est ça. Et après, à la fin, justement, chacun d'entre eux devient le chef de son territoire. Symbole, chef, guide. Donc après, là, je raconte l'histoire. Donc Naruto commence comme Ufotable, etc., etc. Donc là, j'ai juste pris les 2 archétypes et voilà, Naruto sauve même ses ennemis. D'ailleurs, Mohammed, il a même pardonné à des mecs qui l'ont combattu, pour, les faire rejoindre à l'islam. Ouais, Donc non pas par faiblesse, par puissance morale, le pardon devient un acte héroïque. Alors non, Naruto n'a pas de révélation divine, mais c'est un symbole de transcendance narrative comme les grandes figures spirituelles. C'est pour ça que des millions de gens s'identifient. C'est vrai, faut le dire, moi, personnellement, quand j'étais musulman, j'aimais Naruto et je pense qu'inconsciemment, je faisais des parallèles entre les histoires des prophètes que l'on apprenait à l'école et entre, ce qu'on voyait à la télé avec les animes. Donc il incarne l'idée que le marginal peut devenir une source d'espoir universel. Moi, je veux qu'on s'arrête sur ça. Faut comprendre que dans la vie, on n'a pas tous, des parents riches. On n'a pas tous, l'occasion d'exceller à l'école ou d'exceller dans le sport et tout. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en marge de la société, OK? tout à fait. Et de voir des histoires de réussite individuelle comme ça, de personnes, qui reviennent de loin, comme dit Ruben: «On vient de loin!» Voilà, on vient de loin! Voilà, ben, ça donne, voilà, ça donne l'espoir. Et c'est un message universel parce que ça a ni limite temporelle, ce qui est dit ici, et ni limite, spatiale. Pour le coup, ça concerne tout le monde. Un Japonais, un Américain, un Africain du Congo, de Tasmanie, et un Européen du nord, de l'est et de l'ouest, quoi. OK? Donc faut comprendre que, ça parle à l'humain qui est en nous, en dehors de toute, conception, culturelle et cetera. OK? Et langage et tout. Il y a pas de limite, en fait à ça. Donc voilà, regardez Naruto avec cette grille, c'est enrichir notre compréhension des mythes modernes. Exactement. Parce que si vous voulez, allez, on peut se dire que Mohammed n'a jamais existé si on veut aller, on part sur ça. Bah, ça reste quand même une histoire qui a inspiré des gens.
qu'on le veuille ou non. Tout à fait. Voilà, sans s'attarder sur toutes les atrocités et conneries qui sont rattachées à Mohammed, le modèle, l'archétype est le même pour le coup. Pas à la exactitude, on se comprend, mais voilà. En tout cas, c'est un trait que je fais. Bon, là, voilà, ça c'est comme a dit, Jérém, ça c'est le côté intellectuel. Les autres trucs, faut zapper. Faut zapper. Il faut zapper. Il faut zapper. Il faut pas s'attarder dessus, sinon Non, arrêtez de vous devant, c'est marrant. Tanit, pour te répondre, non, on n'est pas en train de dire que c'est, comment dire? Spécifique aux musulmans. On est en train de dire que les personnages d'animés, peuvent être utilisés pour faire des analogies ou des parallèles par rapport, aux récits, religieux et là, en l'occurrence, il s'agit du prophète Mohammed avec l'islam. C'est tout, on n'est pas en train de dire que, ouais, les musulmans adorent les animés. Non, j'aime les animés, je suis pas musulman. Régulus aime les animés, il est plus musulman. non, mais c'était pour répondre au tweet qui disait qu'il y a aucun lien entre l'islam et les mangas. C'était pour répondre à ce tweet-là, moi, que j'ai fait ça. C'était ça le point de départ, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, tous les musulmans n'aiment pas les mangas, mais c'est pas parce que tu es musulman que tu peux pas aimer un manga. C'est ça que je voulais dire, en fait, dans un sens. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et attends, ah, par exemple, là, c'est un bon trait que D'ailleurs d'ailleurs, oui, tu avais entendu le ah putain, la maison d'édition, islamique ou plutôt la maison d'édition musulmane qui avait pour projet de faire un manga basé sur l'histoire du prophète Mohammed? mais non, pas du tout. Tu l'as pas entendu? Non, Je sais pas si je vais arriver à te la retrouver, mais j'avais vu ça c'est il y a épique ça. quelques mois. En BD, il y avait Charlie Hebdo qui a fait une BD là-dessus. Oui, oui, avec Zineb, je pense. Oui, 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 c'est tout vrai, à fait, avec Zainab, c'est vrai, c'est avec, vrai. les Banu Quraïda, je crois? Non. Non, 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 c'était seulement avec, Zainab, il me semble. Exact, non, c'est ça, c'était le livre de Zeynep, c'était la vie de Mohammed. Attends, je vais essayer de retrouver la vie de Mohammed. Voilà. Par, Euh, Charb, c'est ça? c'est ça, c'était lui qui était. Voilà, la vie de Mohammed Sharp, vous pouvez le trouver sur Amazon. Bon, aujourd'hui, il est devenu collector. Là, je vois 76 €. C'est pas moi qui vais Et l'acheter. oh! Oh, 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 Mais oh, je OK, pense qu'il se d'accord. trouve en PD, il doit se trouver en PDF gratuitement sur Internet. Si vous fouillez bien. En vrai, oui, c'est possible. C'est un vieux livre maintenant. Vous devez le Alors, la retrouver vie sur. de Mohammed Charb PDF, la vie de Mahomet, pardon. Voilà. La vie de Mahomet. Tu vas Mahomet, dormir, bébé? Vas-y, ça marche. Bonne nuit à toi, frérot. Ciao, ciao. Bye bye. On des fera bisous la le vert. vidéoscopie une autre fois, y a pas de souci. Là, je vais l'enlever, là, puis du coup, tu pars. On va l'enlever. Vas-y, continue. Ah, c'était moi qui parlais, je pense. Oui, oui, c'était toi qui parlais. En fait, oui, je vais vous montrer un autre thread. Par exemple, là, c'est un thread, qui est basé sur un tweet intéressant qui parlait des chrétiens et des musulmans, historique, du coup. Donc quand un chien tue un chrétien et que 40 000 Mongols se convertissent à l'islam, ou comment, voilà, les récits fictifs servent des intérêts religieux. Voilà. Donc, le récit, donc on a un texte qui est attribué à Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, c'est un grand savant musulman qui authentifie notamment des hadiths. Donc apparemment, Ibn Hajar al-Asqalani, il raconte quoi? Il raconte qu'il y a un chef mongol qui s'est converti au christianisme. Voilà. Donc, qu'un chrétien a insulté Mohammed, que le chien l'a attaqué 2 fois et la deuxième fois, il lui a arraché la gorge et c'est grâce à ça que les 40 000 Mongols se sont convertis à l'islam. Voilà. En gros, c'est ça le schéma narratif. Tu as un méchant, il enfonce le prophète. Tu as l'élément miraculeux, c'est quoi? C'est que tu es une sorte de chien vengeur qui qui s'énerve et qui commence à attaquer la personne qui a insulté. Le coupable meurt, les gens se convertissent. Et pourquoi est-ce que ce genre d'histoire marche? Parce qu'elles vont flatter la foi des croyants. Donc même les animaux aiment Mohammed,
Un animal, c'est pas censé comprendre même le principe de révélation. Ni même comprendre, la notion de gentillesse. Pour lui, tu es gentil avec lui si tu lui donnes à manger, que tu lui fais des caresses. Mais mais voilà, là, il y a le miracle de en plus Mohammed est mort, donc pourquoi est-ce que le chien devrait défendre Mohammed qu'il n'a jamais connu? Donc elles effraient, donc aussi, il y a le côté effrayant, on aime tous les petites histoires comme ça qu'on raconte, d'horreur, qu'on raconte au pied de la cheminée ou autour d'un feu de camp. Ben, voilà, c'est le même genre d'histoire qu'on se racontait à l'époque. Elles offrent un happy ending triomphal. Pourquoi? Parce qu'on a la conversion massive. Donc c'est le côté, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Problème historique, évidemment, vous comprenez, les chiens sont considérés comme najis. Dans l'islam, les chiens sont impurs, OK? La salive du chien est impure, par exemple, elle rend les ablutions. Dans la tradition classique, il devient héros. Donc la conversion des Mongols fut en réalité un processus long et politique. Bah oui, les Mongols, vous pensez vraiment pas qu'ils sont convertis à cause d'un putain de chien? Mais Non. certainement. Donc Non, et d'ailleurs, il me semble que c'est Gengis Khan qui est à l'origine de la conversion à l'islam de masse. c'est plutôt ses descendants. Mais oui, c'est Oui, pas ses très descendants, loin de lui. pardon. C'est pas très loin de lui, pas très loin de lui. Heu et du coup, ce qui se passe, c'est, voilà, la fonction elle est propagandiste, donc renforce l'idée que Mohammed est défendu par mère nature, sert de dissuasion contre le blasphème et réécrit l'histoire en donnant à l'islam un rôle direct et miraculeux, un événement complexe. Le vrai moteur des récits, c'est que dans la littérature médiévale islamique, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces légendes ne sont pas des reportages. On rapporte pas vraiment des événements. Même à l'époque, il y en a qui comprenaient ça. Quand je dis à l'époque où ça a été rédigé et transmis. C'est des outils pour enseigner des morales, un peu comme les Fables de La Fontaine ou comme, des contes philosophiques, comme faisait Voltaire. Très Pour bonne enseigner analogie. voilà, pour confronter la communauté conforter, excusez-moi, la communauté dans sa supériorité spirituelle. Vous inquiétez pas, on est les meilleurs. Pour Ouais, mobiliser contre ça l'ennemi. flattait l'ego. Et Voilà, flatter l'ego, ça renforce ta foi. exactement et mobiliser contre l'ennemi, voilà. Donc là, c'est les traits de, voilà, top niveau, comme on dit. Attends, il y en a un autre vite fait. C'est lui. Lui m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Donc islamisme et nationalisme sont 2 idéologies qui rentrent souvent en collision. Mais pourquoi? Parce qu'elles ne placent pas la loyauté suprême au même endroit. Eh oui. Donc la magnifique photo de l'islamisme face au Fennec marocain. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un tweet qui disait: «J'ai dit: "Je préfère un Algérien"» donc ça, c'est un Marocain, j'imagine. «Je préfère un Algérien contre la marocanité du Sahara, par aveuglement et méconnaissance genre, je pense qu'il voulait dire qu'une apostate qui insulte Allah». Donc lui, ça doit être un Marocain, donc quand je dis islamiste, c'est pas dans le sens, méchant islamiste, dans le sens qui préfère, l'islamité et l'islam, voilà, d'un point de vue politico-religieux, à sa nationalisme, ou patriotisme marocain. Parce qu'il te dit: «Je préfère quelqu'un qui remet en question les frontières de mon pays», parce que c'est ça, le Sahara occidental, c'est, une partie du pour ceux qui connaissent pas la polémique, qui date de plusieurs décennies maintenant, après la colonisation donc française, espagnole, parce que le Maroc a été colonisé par plusieurs pays. Il y a une partie du Maroc qu'on appelle le Sahara occidental et les Marocains l'appellent le Sahara marocain, qui, est peuplé par ce qu'on appelle le peuple sahraoui, qui justement, le débat est là, est-ce que c'est des Marocains ou pas? C'est comme si on disait que les Touaregs n'étaient pas marocains, n'étaient pas algériens. Voilà, à débattre. Ou que les Kabyles n'étaient pas algériens, à débattre. En tout cas justement et l'Algérie se positionnait comme, pro-indépendance de ce territoire par ces fameux Sahraouis, ces habitants du Sahara et le Maroc non, dit: «Non, ça fait partie de notre territoire, il y a pas d'indépendance à avoir, quoi» et depuis, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de tensions diplomatiques et tout par rapport à ça et forcément si le Maroc cède, il va perdre une grande partie de son territoire et superficie. Forcément, il va perdre des ressources, donc non seulement territoriales, mais aussi minières, par exemple et aussi de l'accès à la côte, océanique. Donc le Maroc, il est du côté ouest de l'Afrique, donc il a accès à l'océan Atlantique. En tout cas avoir accès à un océan, je vous le dis, c'est géopolitiquement, c'est un très grand avantage.
immense avantage. Voilà, donc à ce moment-là, donc il y a c'est une polémique qui dure vraiment, je vous le dis, depuis des années sur internet, en tout cas, elle existe de base dans le réel, mais elle dure aussi sur internet et là, le trade est intéressant parce qu'il y a la vision islamique confrontée à la vision nationaliste, donc qui apparaît avec la modernité, parce que les nations, ça existe que depuis quelques siècles. Donc l'islamisme, c'est quoi? C'est considéré que la religion, donc et la valeur cardinale, donc on se définit par la Oumma, l'appartenance à la communauté musulmane et ça passe avant la nation. Le nationalisme, c'est l'inverse. On considère que c'est la nation qui est la valeur cardinale et ça passe avant la religion, ça passe avant la communauté musulmane, justement. Donc tant que ces 2 intérêts vont dans le même sens, ils peuvent cohabiter entre eux. Tu peux être en même temps islamiste et nationaliste, tant que ça va dans le même sens. Mais à partir du moment où, voilà, ça s'affronte, ça diverge, c'est la rupture. Conséquence, l'islamiste peut préférer un étranger musulman hostile à sa patrie qu'un compatriote non-croyant. Et vous comprenez où ça pose problème maintenant ou pas? Et le nationaliste, il fait l'inverse. Eh oui. Donc, est-ce qu'on a plus intérêt à favoriser des nationalistes ou des islamistes? Question posée à débattre. Ouais, voilà. Bon, je vous donne des exemples. Je vous donne des exemples concrets. En 47 au Pakistan, il y a des islamistes comme Maududi, très connu Maududi, c'est un frère musulman. Il s'est opposé au mouvement nationaliste de Jinnah. Pour Maududi, un État musulman doit être dirigé par des nationalistes laïcs n'est pas un vrai État islamique. Et ça a donné plein de tensions dans le pays. Jusqu'à maintenant, il y a des tensions par rapport à ça. Le conflit est structurel. Pourquoi? Parce que pour l'islamiste, le nationaliste, c'est un apostat quasiment. C'est une sorte d'hérétique semi-apostat. Pour le nationaliste, l'islamiste transnational, c'est un traître. Ben oui, parce que l'islamiste, il peut faire allégeance à un mec, à un calife d'un autre pays. Comme les gens qui ont quitté la Tunisie pour aller rejoindre le Baghdadi en Syrie. C'est du shirk, en fait. C'est du shirk, tout simplement. Tu vénères un drapeau, tu vénères quelque chose d'autre que l'islam et l'unicité d'Allah, en fait. Exactement, exactement. Tu te Et réfères autre chose c'est symboliquement, ça. à autre chose symboliquement qu'à la Oumma, nation à laquelle tu es Exact. censé appartenir. Et C'est c'est ça. dans ce sens-là que, comment dire? Le nationalisme, tant que tu te réfères à comment dire? À la Oumma, tant que tu te réfères comme musulman et non pas comme habitant de ton pays, ça ce n'est pas grave. Et oui. Et donc du coup, voilà, c'est ça le problème. C'est que donc, c'est pourquoi tôt ou tard, l'un accuse l'autre d'avoir trahi la vraie cause. Ben oui, l'islamiste, il va dire au nationaliste: «Tu trahis l'islam», et le nationaliste, il va dire à l'islamiste: «Tu trahis la nation». Donc tant que la priorité n'est pas la même, l'unité est fragile. Moi, je vous ai toujours dit, après ça, moi, c'est mon avis, si vous voulez vraiment, voilà, détruire, l'islam, il faut le confronter à d'autres, systèmes de valeurs, aussi puissants dans comment dire? Dans le cœur ou dans l'esprit, de gens qui semblent y adhérer. C'est-à-dire que si tu as en masse des personnes qui se revendiquent islamistes, faut remettre, en question, d'autres choses auxquelles ils adhèrent, notamment le nationalisme. Par exemple, il y a des islamistes algériens, tu le mets et ça souvent je le vois dans les lives des arabophones, notamment il y a Djilou, je le salue si un jour il nous regarde, qui fait ça, il va dire à un Algérien d'Algérie notamment, peut-être pas forcément de France, ça peut moins bien marcher, mais d'Algérie ça marche bien. Il lui dit: «Écoute, toi tu es algérien?» Il dit: «Oui, je suis algérien, je suis fier et je suis musulman également». Il dit: «Oui, mais si tu dois choisir entre l'Algérie et ton islamité, comment tu fais?» Imagine demain matin, Tebboune il dit: «Je suis apostat», il change la constitution, il enlève l'islam religion de l'État et voilà, l'Algérie devient un pays laïque, laïco-laïcard, c'est fini quoi, l'islam oublié. Comment on fait? Tu restes fidèle à l'Algérie ou pas? Et là, il dit: «Ah, je sais pas». Il y en a qui disent: «L'islam, vous savez, eux, c'est les laxistes, les modérés, ils vont dire: "Non, mais l'islam, c'est dans le cœur, donc même si le pays devient laïque, c'est pas grave". Mais bon, la majorité vont te dire: «On s'en fout, si l'Algérie devient laïque, on la combat». Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu le GIA, le FIS et toutes les autres le MIA, toutes les autres factions, islamistes djihadistes en Algérie dans les années 90. C'est parce que c'est ça le problème, en fait. C'est que si tu as des gens qui privilégient leur idéologie personnelle à l'intérêt de la nation, bah, ils vont fracturer ta nation et la détruire à l'intérieur et ça crée des guerres civiles. Et oui, et mon pays a La connu ça. fracture.
Et la fitna, comme on dit. Et oui, oui, c'est ça le problème. Et c'est là où comment dire? Où toute la l'intelligentsia politique, œuvre pour maintenir ces 2 voilà, les 2 là, islamisme, nationalisme au même niveau. C'est-à-dire qu'en Algérie, au Maroc, on va en même temps faire du en même temps de macronien. On va en même temps dire qu'on est un pays musulman, mais en même temps, voilà, se permettre, au nom de l'intérêt de la nation, d'un peu rogner sur l'islam. Parce que, si l'Algérie se met à appliquer la charia à 100%, les pays va couler, même le Maroc, pays va couler. Voilà. En gros, on va pas privilégier certains partenariats avec des mécréants, on va pas privilégier certains commerces, on va pas privilégier certaines recherches, on va pas privilégier le fait, parce que là, par exemple, en Algérie, on est en train de pousser les femmes à l'entrepreneuriat, en train de les pousser à faire des études, en train de pousser à faire des voyages, on est en train de les pousser à faire beaucoup de choses, parce qu'elles font partie littéralement du moteur économique du pays. Sans elles, c'est zéro. Enfin, pas zéro à 100, mais bon, on se comprend. En tout cas, hors hydrocarbures, ça va pas marcher. Tebboune est en train de pousser les femmes à aller dans l'armée. En gros, dernièrement, il a dit aux femmes, algériennes qu'elles pouvaient devenir générales. C'est un grand privilège quand on est dans le secteur du militaire, alors qu'avant c'était interdit. Et vous comprenez, donc là, on n'est plus à l'époque, des califats, on est, à l'époque postmoderne où on considère, que, chacun a son rôle dans la société et il y a plus ces barrières-là religieuses qui sont présentes. Mais en même temps, c'est important d'avoir l'islam parce que ça permet d'avoir une certaine culture commune, Il y a valeurs toujours communes et l'héritage, il y a toujours l'héritage, j'imagine. oui, mais ça, c'est le fric. Ouais. C'est le fric, donc ils s'en foutent. Enfin, quand je dis c'est le fric des individus, excuse-moi, des particuliers, ils s'en foutent. Voilà, là, tu touches pas au fric de l'État avec l'héritage. C'est ton fric à toi, donc ils s'en foutent que tu l'aies ou pas. Par contre, si c'est leur fric à eux, là, c'est autre chose. C'est ça le truc. Voilà, ils s'en foutent complètement que tu aies accès à ton fric ou pas. En tout cas, donc l'islamisme, c'est Allah puis la patrie et le nationalisme, c'est la patrie puis le reste. Voilà. Et le problème, c'est que souvent, on se retrouve dans des situations où il faut choisir. Et c'est là où apparaît la scission. Tu je vais bientôt aller, Ouais. vous quitter les Vas-y, vas-y, copains. vas-y. Vas-y. A avant, je peux te raconter une blague que me racontait Vas-y, un vas-y. Vas-y. copain, algérien. Alors c'est des blagues des années bissextiles, hein, à l'époque de Chirac, hein. Donc en fait, c'est Chirac qui fait il invite, à l'époque, c'était quoi? C'était Bouteflika? À l'époque de Chirac? À l'époque de Chirac, c'était Bouteflika, oui. Ouais, C'était Bouteflika. Bouteflika. Il invite Bouteflika en France et ils OK. voyagent ensemble avec chauffeur, voiture, tout